d'être présente à cette première conférence printanière de 2022 de l'équipe de recherche sur le placement et l'adoption en protection de la jeunesse. Donc, la conférence d'aujourd'hui s'intitule « Les récentes propositions de modifications législatives, enjeux sur les projets de vie et la permanence des enfants suivis en protection de la jeunesse ». Alors, je vous rappelle juste brièvement, même si j'imagine que plusieurs parmi vous êtes des habitués maintenant, mais notre équipe de recherche donc, a pour mission là, de produire des connaissances qui permettent de développer des politiques et des pratiques en collaboration avec nos milieux partenaires pour assurer le bien-être et le développement optimal des enfants qui sont placés ou adoptés. On a une équipe qui compte actuellement 13 chercheurs dans différentes universités à travers le Québec. On a également des collaboratrices des milieux de pratique, puisqu'on est une équipe en partenariat. Et on a 11 partenaires, donc des milieux institutionnels, des associations de familles d'accueil, des organismes communautaires et aussi un comité de concertation en adoption. Donc, vous avez au bas de l'écran ici tous nos liens qui vous permettent de nous suivre, entre autres sur Facebook, Twitter, notre page Internet et notre chaîne YouTube sur laquelle vous pourrez trouver la conférence d'aujourd'hui dans quelques jours, quelques semaines. Donc, nos conférencières ce matin, il y a entre autres Doris Châteauneuf, qui est chercheur d'établissement au Centre de recherche universitaire sur les jeunes et les familles, qui est affiliée au CIUS de la capitale nationale. Sonia Elie, qui est chercheur d'établissement à l'Institut universitaire Jeunes en difficulté du CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal. Puis, elles sont également avec Julie Ranger, qui est coordonnatrice de recherche à l'Institut universitaire Jeunes en difficulté aussi, pour un projet où Sonia et Doris sont impliquées. Et en fait, moi, mais je vais pas vous parler aujourd'hui, je vais laisser la parole à mes collègues, mais je pourrai évidemment participer aux réponses aux questions à la fin. Donc, je suis professeure au département de travail social de l'Université du Québec en Outaouais et j'assure la direction scientifique de l'équipe de recherche actuellement. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à nos conférencières. Merci beaucoup. Bonne conférence. Merci Geneviève. Bienvenue tout le monde. Merci de vous joindre à nous pour cette conférence qui va aborder le contenu des projets de loi 2 et 15, du moins une partie du contenu là, qui est plus directement en lien avec la protection de la jeunesse. Donc aujourd'hui, évidemment, là, on ne va pas couvrir l'ensemble des modifications proposées dans les projets de loi. Notre objectif, c'est surtout là, de dégager les éléments des deux projets de loi qui concernent la permanence et les projets de vie des enfants suivis en protection de la jeunesse. Donc, Sonia va commencer là, la première partie avec quelques précisions concernant les notions de base auxquelles on va référer là, pendant la présentation. Ensuite, Julie va présenter certains éléments de contenu des deux projets de loi. On va avoir ensuite une troisième partie là, qui va apporter quelques résultats de recherche sur les projets de vie et la permanence. Et finalement, dans la dernière partie, on souhaitait là, surtout soulever et discuter de certains enjeux en lien avec les projets de loi qui nous semblent peut-être plus significatifs là, dans tout ce qui a trait au placement et à la permanence en protection de la jeunesse. Donc, avant de parler des projets de loi comme tels, on voulait aborder certaines notions de base avec vous. Il y a des notions là-dedans, là, pour certains d'entre vous, ça fait partie de la pratique quotidienne. Pour d'autres, peut-être qu'il y a des notions avec lesquelles vous êtes un peu moins familiers. Donc, on voulait là, très rapidement passer sur ces notions-là parce qu'il va en être question fréquemment durant notre présentation aujourd'hui. En commençant par les DMH, donc les durées maximales d'hébergement. Ce sont des dispositions qui ont été ajoutées à la loi lors des modifications de 2007 à l'article 91.1. Ce que ça dit, la DMH, c'est qu'il y a lorsqu'un enfant est placé, il y a une durée maximale d'hébergement à l'intérieur de laquelle on va devoir actualiser un projet de vie qui est permanent ou qui tend vers la permanence. Ces dispositions-là, de l'article 91.1, les DMH, ça s'appuie sur le grand principe qu'on connaît pas mal tous, c'est-à-dire que la notion de temps diffère chez l'enfant de ce qu'elle est chez l'adulte. On donne souvent l'exemple, 6 mois dans la vie d'un enfant de 2 ans, ce n'est pas du tout la même chose que 6 mois dans la vie d'un adulte, par exemple. D'où l'importance d'une intervention diligente quand on intervient en protection de la jeunesse et particulièrement quand on intervient avec un placement.
Donc, dans la loi, dans l'article 91.1, on définit les durées maximales d'hébergement en fonction de l'âge de l'enfant. Donc, plus l'enfant est jeune, plus la durée à l'intérieur de laquelle on va devoir offrir la permanence à l'enfant va être courte. Donc, pour les enfants de 0 à 1 an, c'est 12 mois. Pour les enfants de 2 à 5 ans, la durée maximale est de 18 mois. Puis, pour les enfants d'âge scolaire, 6-17 ans, c'est 24 mois. Toutefois, dans la loi, on ne précise pas c'est quoi un projet de vie permanent. Alors, depuis quelques années, les directeurs de la protection de la jeunesse se sont dotés d'un cadre de référence sur les projets de vie. Dans ce cadre-là, on retrouve 5 types de projets de vie qui sont considérés comme permanents ou qui tendent vers la permanence. Il va en être question tout au long de la présentation aujourd'hui de ces projets de vie-là. C'est la réunification, l'adoption, la tutelle, le placement à majorité, puis la préparation à l'autonomie. Alors, voilà, ça fait le tour des notions de base qu'on voulait vous présenter. Maintenant, Julie, elle va vous parler elle va faire le survol des projets de loi avec vous. Oui, les projets de loi 2 et 15 qui sont sur la table du législateur en ce moment. Alors, Sonia, on peut y aller tout de suite avec la première diapo. Juste un petit peu de contexte pour ces 2 projets de loi-là, surtout si vous les connaissez peut-être moins. Le projet de loi 2 est présenté par le ministre de la Justice. C'est un projet de loi qui était attendu parce qu'il y a eu plusieurs rapports qui ont été déposés pour moderniser le droit de la famille. Le plus détaillé, peut-être le plus important, sur lequel la réforme se base beaucoup, c'est le rapport Roy qui a été déposé en juin 2015, puis qui jetait vraiment les bases de la réforme actuelle. Donc, qui parlait des unions de fait, l'affiliation, la gestation pour autrui, etc. Donc, vous allez me demander, c'est quoi le rapport avec la protection de la jeunesse et les placements? En fait, il y a 2 dispositions en particulier qu'on va vous parler aujourd'hui, qui vont toucher vraiment beaucoup la protection de la jeunesse. Puis ça a été dans ce projet de loi-là et non pas dans le projet de loi 15, qui est l'autre projet de loi dont on va vous parler, qui, lui, vise vraiment des modifications à la loi sur la protection de la jeunesse. Le projet de loi 15, il vient répondre à plusieurs des recommandations des commissaires lors de la commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, qui a été mise sur pied, je vous le rappelle, suite à la tragédie de Granby en 2019. Ces 2 projets de loi-là sont en ce moment sur la table du législateur. Ils sont rendus à la même étape qu'on appelle l'étude détaillée. Ça veut dire qu'on a adopté leurs principes. Il y a eu des consultations particulières pour les 2 projets de loi. Et là, on les étudie article par article. Cette étude-là est commencée pour le projet de loi 15, mais pas pour le projet de loi 2. Pourquoi ça, c'est important? C'est parce que l'étude détaillée, c'est quand même une étape importante pour qu'on comprenne un peu l'intention du législateur, comment ces dispositions-là ont été pensées, comment elles pourraient s'appliquer. Alors, quand on n'a pas passé ces étapes-là, il y a beaucoup de choses qui restent un peu dans le flou, qu'on n'est pas trop certain comment ça va se matérialiser dans la réalité. Alors, c'est pour ça que vous allez m'entendre souvent dire dans les prochaines diapos, peut-être, ça sera peut-être comme ça va peut-être être comme ça, parce qu'il n'y a pas encore de certitude par rapport à tout ça. Et le projet de loi peut changer, vous allez voir, on a quelques exemples. Alors, prochaine diapo. On ne pouvait pas passer sous le silence l'intérêt de l'enfant, qui est vraiment un principe fort du projet de loi 15. C'était aussi une thématique vraiment très importante lors de la commission spéciale. Les commissaires en font état à plusieurs reprises dans le rapport de la commission. Ce n'est pas une nouveauté, okay? Parce que l'intérêt de l'enfant, c'était déjà prévu dans la loi sur la protection de la jeunesse. Mais là, le législateur a fait comme un effort de le mettre encore plus omniprésent, de venir le souligner vraiment en jaune, si je peux me permettre. Ça commence dès le préambule, puisqu'il y a un nouveau préambule à la loi sur la protection de la jeunesse. Un des considérants dit que l'intérêt de l'enfant est une des considérations principales dans toute décision prise à son sujet. Puis, en fait, ici, on a un exemple de l'impact de l'étude détaillée. On a changé, on a adopté, les parlementaires ont adopté un amendement qui vient dire que l'intérêt de l'enfant est la considération principale. Donc, c'est même plus une des considérations principales, c'est la considération principale. Un petit peu la même chose pour l'article 3 qui prévoyait déjà l'intérêt de l'enfant, puis là, on est venu modifier pour encore plus le mettre en évidence. Le nouvel article 3, s'il est adopté tel quel, en fait, il devrait maintenant, parce qu'il a passé son étude détaillée, lui, c'est qu'on dit l'intérêt de l'enfant est là, encore une fois, on a changé le une pour un là, et la considération primordiale dans l'application de la présente loi. Les décisions qui sont prises en vertu de celle-ci, en vertu de la loi, doivent être dans l'intérêt de l'enfant, donc on le répète 2 fois, et dans le respect de ses droits. Et là, on donne des caractéristiques qu'on doit prendre en considération quand on parle de l'intérêt de l'enfant.
Et suite à ça, ça va être répété à plusieurs reprises dans le projet de loi. Donc, admettons, quand on va parler de confidentialité, on va dire si c'est dans l'intérêt de l'enfant. Donc, le législateur a vraiment eu la volonté de le mettre à plusieurs endroits pour rappeler à quel point ce principe-là est important en protection de la jeunesse. Certains témoins, certaines personnes qui sont intervenues devant la commission disaient il faudrait peut-être avoir une définition plus claire de l'intérêt de l'enfant. Ce n'est pas ce qu'a retenu le législateur et ce n'est pas ce qu'avaient retenu non plus les commissaires dans leurs recommandations. Par contre, les commissaires demandaient à ce que chaque décision, qu'elle soit judiciaire ou sociale, qui est prise, doit faire individuellement une analyse rigoureuse à chaque moment, à chaque décision qui est prise de l'intérêt de l'enfant. Le législateur n'est pas allé jusque-là, mais est venu quand même souligner l'importance de l'intérêt de l'enfant. Prochaine diapo. S'il y a un autre article qui a été beaucoup discuté par les témoins et les personnes qui sont intervenues devant la commission spéciale, c'est vraiment l'article 4. Okay? L'article 4, je vous rappelle, dans sa forme actuelle, il commence en disant « Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial. Quand ce maintien-là n'est pas possible, on doit penser à le placer auprès de sa famille immédiate. Quand ça, c'est pas possible, dans une ressource de type familial. Et quand c'est pas possible, dans une ressource peut-être un peu plus spécialisée avec plus de services. » Beaucoup de gens qui sont intervenus devant la commission spéciale voyaient une contradiction dans l'article 4, une dualité entre les droits des parents à garder leur enfant près d'eux, donc le maintien, puis le droit des enfants à la stabilité, la continuité des soins, à la permanence. Et il y a eu beaucoup de débats par rapport à ça. Et les commissaires ont recommandé un changement de formulation à l'article 4, puis le législateur va beaucoup dans le même sens des commissaires, en disant maintenant, la nouvelle formulation qui est proposée par le projet de loi 15, c'est que toute décision en vertu de la présente loi doit viser la continuité des soins et la stabilité des liens d'un enfant et des conditions de vie. Donc, on met ça en premier maintenant. Et on garde que le maintien dans le milieu familial doit être privilégié, mais on rajoute à condition qu'il soit dans l'intérêt de l'enfant. Donc, ça va être intéressant de voir comment ça va être appliqué, puis si ça va vraiment changer et les décisions des intervenants et les décisions judiciaires, cette nouvelle formulation-là. L'article 4, il y a un nouvel article 4.1 qui, lui, est vraiment aussi très important et qui suit une des recommandations des commissaires, qui était de rendre la planification concurrente obligatoire. C'est quoi une planification concurrente? C'est de dire quand on retire un enfant de son milieu familial, on va essayer de le réunifier avec ses parents, mais on doit planifier autre chose au cas que cette réunification-là ne fonctionne pas, là, que ce soit la tutelle, l'adoption, le placement à majorité. Ce n'est pas une nouveauté parce que c'était déjà fait dans la pratique, mais là, ce qui est nouveau, c'est qu'on rentre dans la loi puis ça rend comme une obligation de faire cette planification concurrente. Oui, merci beaucoup, Sonia, tu lis dans mes pensées. L'intensité de service aux parents et aux enfants. Donc, c'est le mot intensité qui est nouveau dans le projet de loi 15. Les parents et les enfants en protection de la jeunesse ont déjà droit à des services, que ce soit des services de santé, des services sociaux, puis les enfants ont même le droit à des services d'éducation. Mais le projet de loi 15 est venu ajouter que ces services doivent être donnés avec l'intensité nécessaire. Pourquoi est-ce que c'est important, cette notion d'intensité-là? Bien, c'est beaucoup, puis les commissaires en parlent dans le rapport de la commission spéciale. Eux pensaient à un principe directeur, mais finalement, ça a été inclus ici. C'est-à-dire que quand cette loi-là s'applique, elle s'applique à des situations critiques. Okay? C'est un peu comme les soins intensifs à l'hôpital. Donc, elle a besoin d'une intensité de service pour mettre fin aux situations de compromission chez les enfants. Donc, l'intensité est importante. C'est aussi pour s'assurer que les projets de vie, peu importe lequel projet de vie on choisit, mais notamment la réunification, tiennent dans le temps. Okay? Sonia, vous en parlez plus tard, mais cette idée-là que pour que la réunification, en fait, je ne suis pas sûre qu'elle vous en parle, je ne veux pas vous donner de fausse attente. Pour que les projets de vie tiennent, bien, il faut que les enfants et les parents aient eu les services nécessaires. En fait, juste une dernière petite chose sur l'autre, mais tu n'es pas obligé de retourner. Le seul problème de ce nouvel article-là, c'est qu'on a gardé la limite qui était déjà à l'article 8. Donc, l'article 8 dit oui, avec l'intensité nécessaire, tu dois donner ces services-là, mais
il faut que ça tienne compte des ressources financières, humaines et matérielles que tu as. Donc, on garde cette limite-là. Donc, on peut se poser la question, qu'est-ce que ça va donner dans la réalité? Si oui, je dois donner l'intensité de service, mais je n'ai pas les intervenants pour le donner, est-ce que je vais vraiment être capable de donner cette intensité de service-là? Donc, comment est-ce que cet article-là va s'appliquer dans la réalité? Ça reste à voir. On peut changer. La volonté d'assouplir la confidentialité, c'est aussi une nouveauté dans le projet de loi 15. C'est un thème très, très abordé dans le rapport de la commission spéciale par les commissaires. J'ai décidé de vous parler de deux changements importants qui ont plus attrait avec les travaux que le groupe fait. La première disposition qui vient changer, c'est qu'on espère un meilleur partage des informations concernant l'enfant avec les familles d'accueil. Donc, le changement qui est proposé dans le projet de loi 15, en fait, on nomme dans l'article des familles d'accueil comme une personne à qui le DPJ peut transférer des informations sans le consentement du parent ou de l'enfant. Donc, c'était le cas avant, mais maintenant, on les nomme. Donc, on pourrait penser qu'il y a une obligation plus forte de donner des informations. Ça va donner une obligation plus forte au DPJ de donner des informations à la famille d'accueil. Mais, encore une fois, ça reste à voir. Le projet de loi 15 élargit aussi les conditions pour lesquelles on va partager une information avec la famille d'accueil ou avec une autre personne qui doit avoir cette information-là. Avant, on limitait beaucoup pour assurer la sécurité de l'enfant. Donc, ce critère-là reste, mais on ajoute pour le bien-être de l'enfant. Donc, on peut, en voyant la terminologie, penser que ça va élargir le nombre de situations où le DPJ va devoir transférer des informations à la famille d'accueil, admettons, pour le bien-être de l'enfant. Une deuxième disposition bien importante, surtout pour les enfants et pour les enfants qui vont sortir du système, c'est un accès prolongé au dossier des enfants. Donc ça, c'est un bel exemple où le législateur est allé à la fois plus loin et moins loin que les recommandations des commissaires lors de la commission spéciale. Il est allé plus loin en donnant un accès vraiment plus long au dossier. Donc, l'enfant a accès à son dossier de protection de la jeunesse jusqu'à l'âge de 43 ans. Donc, ça, c'est 25 ans après avoir atteint l'âge de la majorité, qui est de 18 ans. À partir de 18 ans, cet accès-là est limité à l'enfant. Donc, ça allait aussi dans le sens de la recommandation des commissaires. Donc, seul l'enfant a accès à son dossier à partir de 18 ans, sauf exception qui doit être jugée par le tribunal. Donc, c'est quand même restreint, mais il peut y avoir des exceptions. Et on donne aussi un accompagnement psychosocial à cet enfant-là de 14 ans et plus et aux autres qui voudront accéder à leur dossier. Donc, pourquoi la limite d'âge de 14 ans? Bien, on peut penser accéder à son dossier normal de santé, c'est à partir de 14 ans. Donc, c'est probablement pour ça qu'ils ont mis la limite d'âge. Là où ils sont allés moins loin que ce que les commissaires recommandaient, c'est que les commissaires étaient très clairs sur le fait que le dossier de l'enfant devait contenir, quand on lui donne, assez d'informations pour qu'il ait une bonne idée de sa situation. Okay? Ça veut dire que tu ne peux pas vraiment remettre des feuilles qui sont toutes cavardées à l'enfant parce que ce n'est pas ça vraiment l'accès à son dossier puis à son histoire. En ce moment, ce n'est pas précisé dans le projet de loi. Alors, est-ce que, oui, on donne un accès plus grand aux enfants parce qu'ils ont jusqu'à l'âge de 43 ans pour consulter leur dossier, mais qu'en bout de ligne, ils vont avoir juste des dossiers caviardés? Ça reste à voir, mais ça pourrait être problématique dans l'idée d'avoir accès à son dossier. On peut changer de diapo. On change aussi de projet de loi. On s'en vient mais on reste un peu dans la même thématique, mais on vient dans le projet de loi 2, où on a des dispositions, il y a quand même plusieurs dispositions dans le projet de loi 2 qui ont pour but de donner un meilleur accès aux origines pour les personnes adoptées. Donc, cette réforme-là, si je peux m'exprimer ainsi, elle a commencé avec le projet de loi 113 en 2017. Il y a beaucoup, beaucoup d'avancées qui ont été faites à ce moment-là. Et là, le projet de loi 2 va un petit peu plus loin. C'est quoi les différences qu'on va avoir si le projet de loi 2 est adopté tel qu'il est en ce moment? On a plusieurs choses. En fait, puis prenez en considération que tout ça peut changer parce qu'on n'a même pas encore commencé l'étude détaillée de ce projet de loi-là. Donc, pour l'identité du parent d'origine, on ajoute la possibilité de divulguer l'identité d'un parent même si la filiation n'est pas officielle. Ça veut dire que le parent n'était pas sur le certificat d'origine. Donc, ça augmente le nombre de cas où on peut avoir accès à cette information-là.
On augmente aussi l'accès à l'information, au type d'information qu'on peut avoir accès. Donc, on n'a plus seulement accès aux noms et prénoms, mais aussi à l'acte de naissance qu'on dit primitif, donc d'origine, puis les jugements ayant trait à l'adoption. Donc, l'adopté pourrait avoir accès à beaucoup plus d'informations par rapport à son passé. On offre aussi, un peu comme en protection de la jeunesse, un accompagnement psychosocial pour l'adopté qui va entreprendre des démarches de recherche de ses antécédents. Ici, on n'a pas d'âge minimal, parce que le projet de loi 113 prévoyait déjà que l'enfant de 10 ans et plus pouvait demander ses antécédents, mais avec l'autorisation de ses parents. Donc, même un enfant de 10 ans qui entamerait cette démarche-là pourrait bénéficier d'un accompagnement psychosocial. On peut changer de diapo. Le refus de communication, ça, c'est beaucoup de changements qui sont proposés par le projet de loi 2. Donc, on retire avec le projet de loi 2 la possibilité pour une autre personne de signifier un refus à la place soit de l'adopté ou du parent d'origine. Donc, il n'y a plus personne d'autre que toi-même qui peut refuser la possibilité de signifier le refus de transmission d'informations. Pour les adoptions à venir, donc celles qui vont être après l'adoption du projet de loi, on vient réduire de manière assez significative le temps pour le parent biologique d'inscrire un refus de communication de son identité. Avant, avec le projet de loi 13, ça a été de 1 an et maintenant, c'est 30 jours après la naissance de l'enfant. Et l'article dit aussi que le refus est levé au moment du 18e anniversaire de l'enfant. Donc, ce que je comprends de la disposition, mais là, je prenais ça avec des pincettes parce que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont en dire, mais que même si tu aurais exprimé ton refus au 18e anniversaire de l'enfant, ben, il pourrait connaître qui était son parent biologique. Mais comme je vous dis, celui-là, prenez-le avec un pincette. Je ne suis pas sûre que j'ai compris comme il faut cette disposition-là. Ça reste à voir avec les explications. Pour les adoptions qui sont antérieures au 16 juin 2018, on vient conserver la possibilité de l'adopter, de protéger son identité. Mais pour le parent d'origine qui n'aurait pas déjà exprimé son refus, mais on vient dire qu'il ne pourra plus l'inscrire à ce moment-là. Donc, ça vient pas mal limité de ce qu'on comprend de l'article, mais encore une fois, cet article-là va mériter des explications probablement. On vient enlever la possibilité pour le parent d'origine d'inscrire son refus de communication de son identité s'il ne l'avait pas déjà fait. On peut tourner. Une autre disposition du projet de loi 2, c'est un nouveau, puis je le mets entre guillemets parce qu'on verra comment ça va s'appliquer dans la vie, un nouveau projet de vie pour les enfants en protection de la jeunesse, soit la tutelle supplétive. C'est quoi la tutelle supplétive? Qu'est-ce que ça mange en hiver? En fait, ce n'est pas nouveau en soi comme concept. Ça a été introduit dans la loi par le projet de loi 113 en 2017. À ce moment-là, elle visait beaucoup, en fait, elle ne s'appliquait pas en protection de la jeunesse en 2017, puis elle visait les situations où un parent était empêché d'agir, mais il restait l'autre parent. Donc, le parent est décédé. En fait, le meilleur exemple, c'est un parent qui décède, l'autre parent refait sa vie avec quelqu'un d'autre, puis on veut que le nouveau conjoint puisse agir dans la vie de l'enfant comme s'il était son parent, mais pas nécessairement aller vers l'adoption. Ben, la tutelle supplétive venait répondre à ces besoins-là au quotidien dans l'enfant jusqu'à l'âge de 18 ans, parce que ça reste une tutelle. Selon la ministre de la Justice à l'époque, Stéphanie Vallée, c'était vraiment une alternative à l'adoption. Alors, au lieu d'aller dans l'adoption, on allait dans la tutelle supplétive. C'était un peu une réponse aux demandes pour une adoption sans rupture de lien de filiation, mais on va le voir plus tard, ce n'est pas la même chose. Alors, le nouveau projet de loi 2 viendrait étendre la tutelle supplétive, mais aussi aux enfants en protection de la jeunesse. En ce moment, en protection de la jeunesse, quand il y a une tutelle qui est ordonnée par le tribunal, c'est une tutelle qu'on dit une tutelle dative. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? C'est juste les mots? Ben, il y a quelques différences quand même importantes. Donc, qui peut demander l'ouverture de la tutelle? Pour la tutelle dative, c'est soit les parents de l'enfant ou le DPJ à certaines conditions. Pour la tutelle supplétive, il faut que ce soit les parents. Okay? Les deux parents, ou si un parent est empêché, ben, on pourrait passer outre le consentement du deuxième parent, mais dans certaines situations spécifiques. Donc, il y a une idée qu'il y a un consentement puis une volonté des parents d'aller vers ce projet de vie-là.
mais on dit quand même que s'ils sont empêchés, puis empêchés, il faut que ça soit quand même important, on ne les trouve plus, ils ne se sont jamais présentés, ils sont décédés, peu importe. Ça pourrait être là où les personnes qui pourraient être désignées tuteurs supplétifs puis qui ont déjà la garde de l'enfant, soit de fait ou de droit. Donc, de droit, ça veut dire par un jugement, par exemple, puis de fait, mais c'est parce que je l'ai recueilli chez moi. On peut aller à l'autre diapo. Les critères d'ouverture. Pour la tutelle dative, c'est qu'aucun des parents assume le soin, l'entretien, l'éducation de l'enfant, ou l'enfant serait vraisemblablement en danger s'il retournait auprès de ses parents. Donc, ça, c'est les critères pour la tutelle dative. Pour la tutelle supplétive, c'est l'impossibilité pour un parent ou pour les deux d'exercer pleinement son rôle ou lorsqu'il y a des engagements envers l'enfant. Qu'est-ce que ça veut dire, des engagements? Ça reste la question. Est-ce que c'est un critère qui est plus lousse ou plus restrictif? Ça va être intéressant de le savoir peut-être avec l'étude détaillée. On pourrait penser que c'est un critère, entre guillemets, plus facile à combler le désengagement versus les autres critères, ce qui voudrait dire que la tutelle supplétive pourrait être octroyée plus souvent dans le cas des enfants, mais je mets un gros mais, ça reste à voir. Prochaine diapo. Autre chose très importante, est-ce que la tutelle met fin à l'intervention du DPJ? Pour la tutelle dative, oui. Quand on octroie une tutelle dative à un tuteur, le DPJ considère que la situation de l'enfant n'est plus compromise, il ferme le dossier. Pour la tutelle supplétive, ça va être différent. Il y a un article dans le projet de loi 2 qui prévoit nommément que la tutelle supplétive ne met pas fin à l'intervention du DPJ et prévoit aussi que la famille d'accueil garde les mêmes droits, les mêmes obligations face à cet enfant-là. Donc, ça, c'est quand même un changement assez significatif. Les autres avantages qu'on pourrait voir de la tutelle supplétive, l'interprétation qu'on en fait, c'est qu'il pourrait y avoir une reddition de compte qui est moins exigeante pour le tuteur parce qu'on assimile à plusieurs niveaux la tutelle supplétive à la tutelle légale qui est la tutelle des parents. Donc, comme parent, je n'ai pas d'obligation de rendre compte nécessairement à un conseil de tutelle ou de faire des rapports sur ma gestion des biens de mon enfant, à part s'il est très riche puis il y a comme 25 000 $ et plus. Il y a des situations, là, mais sinon, je n'ai pas de compte à rendre. La tutelle dative, elle a quand même plusieurs comptes à rendre aussi, notamment au conseil de tutelle ou en donnant des rapports sur sa gestion. Donc, on pourrait penser que pour les familles d'accueil, pour les tuteurs supplétifs, il y aura une reddition de compte moins exigeante. Chose que je trouve vraiment intéressante, c'est que la tutelle supplétive demande le consentement de l'enfant de 10 ans et plus et pas la tutelle dative. Donc, c'est l'implication de l'enfant dans son projet de vie, ce qui pourrait être une chose vraiment très intéressante. Le tribunal peut passer outre le refus de l'enfant entre 10 et 13 ans inclusivement, mais à partir de 14 ans, si l'enfant dit non, c'est non. Puis, il peut y avoir 2 tuteurs supplétifs. Okay, ça veut dire qu'admettons, les 2 parents de la famille d'accueil ou les 2 grands-parents pourraient être tuteurs supplétifs et se partager cette charge-là. Si les 2 parents ont donné on donne l'autorité parentale puis la tutelle à 2 autres personnes. Mais pour la tutelle dative, il y a toujours juste une seule personne qui peut être tuteur à la personne pour l'enfant. Donc, ça aussi, ça pourrait être un élément quand même assez important. Et je crois que ça fait le tour pour la tutelle supplétive et dative, oui, et ça fait le tour aussi pour les projets de loi. Donc, je redonne la parole à Sonia. Merci, Julie. Alors, dans la prochaine section, on a choisi, dans le fond, on a sélectionné des résultats de recherche là, qui étaient reliés aux différentes dispositions des projets de loi dont Julie vient de nous parler. Alors, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, moi, je vais commencer en vous présentant un portrait assez général du recours aux différents projets de vie au Québec là, en fonction de l'âge de l'enfant. Puis, Doris va poursuivre ensuite avec un portrait peut-être un peu plus spécifique sur l'adoption et la tutelle, qui sont des projets de vie sur lesquels elle a travaillé là, de plus près. Donc, moi, le portrait que je vais vous présenter, là, il est provincial et longitudinal. Ce sont des données qui proviennent du plus récent cycle de l'évaluation d'impact de la LPJ qui a été déposée là, en 2020. C'est une étude qu'on réalise aux 5 ans pour examiner là, la stabilité et la permanence des enfants placés au Québec. Alors, plus spécifiquement, le portrait que je vais vous présenter, il provient d'une cohorte. Cette cohorte-là, elle contient tous les enfants placés au Québec durant l'année, pas placés, excusez-moi, tous les enfants qui sont rentrés dans les services de protection du Québec durant l'année 2008 et qui ont été placés par la suite.
Donc, ça fait une cohorte au total, ça, de 5 331 enfants. Et pour tous ces enfants-là, on a été chercher, à partir des données administratives des services de protection, on a été chercher toute la trajectoire de service qui s'est déroulée là, sur les 9 années et demie suivant l'entrée dans les services de protection. Donc, voici ce que ça donne. Ce que vous voyez à l'écran actuellement, c'est le dernier projet de vie, là, le dernier type de permanence, autrement dit, qui a été actualisé pour l'enfant 9 ans et demi après son entrée dans les services. Et là, vous le voyez précisément, spécifiquement pour les enfants qui sont rentrés dans les qui ont été placés à l'âge de 0-1 an. On verra les prochains groupes d'âge par après. Donc, si on y va dans ce groupe d'âge-là, les enfants placés en très bas âge, ce qu'on voit, c'est qu'il y en a 20 la partie mauve dans le bas du bâton, il y a 20 de ces enfants-là qui, 9 ans plus tard, se retrouvent comme étant réunifiés. Il y en a un gros 51 quand même qui se retrouvent comme étant adoptés 9 ans plus tard. Un 8 se retrouve en tutelle, puis un 15 se retrouve en placement à majorité. Le 6 que vous voyez en haut du bâtonnet, ce sont des enfants qu'on considère comme sans permanence, c'est-à-dire que durant toutes les 9 années de notre observation, ils n'ont pas été réunifiés, ils n'ont pas été adoptés ni en tutelle, puis ils n'ont pas eu d'ordonnance à majorité. Ils n'ont fait que cumuler des placements successifs sans réelle garantie, là, sans d'ordonnance à majorité. Donc, ce qu'on a pu documenter dans l'étude aussi, c'est que pour le 20 d'enfants qui ont été réunifiés, la durée maximale d'hébergement, la DMH, a été dépassée pour 36 d'entre eux au moment où ils ont été réunifiés. Pour les cas qui ont été adoptés, la DMH a été dépassée presque en totalité pour presque tous les enfants, c'est-à-dire 98 des enfants adoptés. Puis pour ceux qui ont été placés à majorité, bien, au moment où l'ordonnance à majorité était émise, la DMH était dépassée pour 87 d'entre eux. Ce qu'on a vu aussi, c'est que le placement à majorité, ce n'est pas nécessairement une option qui est très stable toujours, dans le sens où lorsque l'ordonnance de placement à majorité elle est émise, habituellement, elle est émise pour dans un milieu de placement spécifique, une famille d'accueil X, mettons. Alors, dans 13 des cas qui ont été placés à majorité dans cette tranche d'âge-là, l'enfant a dû être déplacé à nouveau après l'ordonnance à majorité. Ce que je voulais vous dire aussi par rapport à ce groupe d'âge-là qui est assez particulier, c'est que l'adoption, on voit que c'est quand même 51 dans ce groupe d'âge-là, mais c'est un projet de vie qui est en baisse actuellement. La cohorte que je vous présente actuellement, c'est des enfants qui sont rentrés dans les services en 2008. On a des données là, plus récentes, avec des cohortes plus récentes qui nous montrent que dans ce groupe d'âge-là, il y a de moins en moins d'adoptions au profit du placement à majorité. Il y a de plus en plus de placements à majorité chez les enfants qui sont placés là, en très bas âge comme ça. Donc, ça, c'était pour le premier groupe d'âge. Si on regarde le groupe des 2 à 5 ans qui sont placés à cet âge-là, on voit qu'il y a un petit peu plus de réunification, donc 35 en réunification. Il y a beaucoup moins d'adoption. On est passé de 51 à 11 à peu près le même pourcentage de tutelle et plus de placements à majorité aussi, 43 et un 5 sans permanence. Parmi les enfants qui ont été réunifiés, bien, la DMH est dépassée pour 18 Pour les adoptés, ça a été dépassé pour 89 des adoptés. Puis pour les placements à majorité, c'est le 3/4 qui dépasse la durée maximale là, au moment de l'ordonnance. Puis ils sont déplacés dans 17 des cas. Donc, on poursuit avec les enfants un peu plus vieux, c'est 11 ans. Encore plus de réunification. La moitié des enfants se retrouvent en réunification là, 9 ans plus tard, un 4 de tutelle. Et là, on voit apparaître un nouveau type de projet de vie. La petite ligne orange que vous voyez, ce sont les projets de préparation à l'autonomie. Probablement que là, nous, on observe les enfants, on regarde le statut de permanence là, 9 ans après l'entrée. Donc, c'est probablement les plus vieux de ce groupe d'âge-là là, qui se retrouvent dans ce type de projet-là 9 ans plus tard. C'est à peine 1 38 sont en placement majorité et 7 sont sans permanence. Parmi la grosse moitié qui sont réunifiés, il y en a à peu près le tiers qui dépasse la durée maximale au moment de la réunification. Et parmi les placements majorité, il y en a 65 qui dépassent la durée maximale au moment où l'ordonnance est émise.
Ce n'est pas stable non plus à cet âge-là, hein, les placements majorité, c'est 28 qui sont déplacés ultérieurement suite à l'ordonnance. Pour terminer, chez nos adolescents, c'est 67 qui vont être réunifiés là, 9 ans plus tard. Presque pas de tutelle dans ce groupe d'âge-là. Plus de préparation à l'autonomie, c'est sans surprise, on s'y attend. 17 sont placés à majorité et 4 sont sans permanence. La DMH est dépassée, puis là, à mon écran, je ne vois pas le chiffre. Pour 18 voilà. Des enfants réunifiés, la DMH est dépassée. Puis pour les placements à majorité, c'est 32 qui dépassent la DMH avec 35 d'instabilité parmi les placements à majorité dans ce groupe d'âge-là. Donc, ça vous fait beaucoup d'informations. Je voulais vous donner comme un portrait assez large en fonction de l'âge. Il y a des constats qu'on peut peut-être retenir là, de toutes ces données-là. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que la réunification, oui, elle est fréquente, elle s'actualise un peu plus rapidement, peut-être que les autres types de projets de vie, mais elle ne se maintient pas toujours. Et là, c'est des données que je ne vous ai pas présentées dans le graphique précédent, mais on a d'autres analyses qu'on a faites qui montrent que 61 des réunifications ne se maintiennent pas et nécessitent un replacement par la suite, ce qui est assez préoccupant. Ce qu'on retient aussi comme constat, c'est que le placement à majorité est également très fréquent. Hein. C'est le type de projet de vie qui arrive au deuxième rang après la réunification là, en importance si on prend tout groupe d'âge confondu. Donc, le placement à majorité est fréquent, mais il est instable, particulièrement chez les adolescents. Ce qu'on constate aussi, c'est que la tutelle, elle est rare. L'adoption, quant à elle, est limitée aux plus jeunes et la préparation à l'autonomie, sans surprise, là, c'est un projet de vie qui est plus réservé aux plus vieux. Donc, je pense que ça fait le tour du portrait général que je voulais vous présenter. Maintenant, je vais laisser la parole à Doris qui va vous parler plus de la tutelle et l'adoption. OK, je pense qu'on y est. Merci, Sonia. Donc, pour la partie qui suit, moi, je vais vous présenter plus en détail deux projets de vie, comme Sonia l'a mentionné, soit l'adoption, la tutelle. Donc, l'idée pour la prochaine section, c'est de faire une combinaison un peu, de combiner des explications autour des étapes, des implications liées à chacun de ces projets de vie-là, puis de présenter aussi certaines données de recherche. OK, fait que si on regarde d'abord le nombre d'adoptions de tutelles en protection de la jeunesse qui ont été prononcées au Québec au cours des 10 dernières années, on constate que le nombre d'adoptions tend légèrement à diminuer. C'est une observation que Sonia aussi a faite dans ses données. Puis le nombre de tutelles est resté quand même assez stable. Donc, on a en moyenne 255 adoptions par année et 144 tutelles pour les 10 dernières années. OK. Si on regarde plus spécifiquement la tutelle, là, évidemment, les données que je vais vous présenter, c'est toujours de la tutelle dative parce que pour l'instant, c'est le type de tutelle qui est utilisé en protection de la jeunesse. La tutelle, ça demeure quand même un projet de vie qui est moins connu en protection, qui est moins utilisé aussi. Mais à la base, la tutelle, c'est une mesure de protection qui confère au tuteur la responsabilité d'assister le mineur, de veiller à ses intérêts. C'est le tuteur qui va assumer la garde, le soin, l'éducation, l'entretien et la surveillance de l'enfant. En protection de la jeunesse, en fait, ça va être un projet de vie qui va être envisagé lorsqu'on présente un peu les différentes possibilités, lorsque l'enfant est stabilisé dans son milieu d'accueil, mais qui ne désire pas être adopté pour pouvoir conserver ses liens de filiation avec ses parents d'origine. Ça peut être aussi une situation où les parents d'accueil veulent s'engager à long terme auprès de l'enfant, mais ne souhaitent pas l'adopter. Ça pourrait être le cas, par exemple, d'un grand-parent qui ne souhaite pas modifier les liens de filiation de l'enfant. Ça peut être une situation où les parents d'origine entretiennent une relation positive avec l'enfant, donc une situation où il y a maintien des liens, mais que les parents présentent des capacités parentales limitées qui rendent impossible la réunification familiale, ou encore une situation où un enfant est en situation d'abandon, mais présente donc des situations où il y a une rupture de lien avec les parents, mais que l'enfant présente des problématiques plus lourdes ou des besoins spécifiques, là, ce qui peut constituer un frein là, à l'adoption pour la famille d'accueil. Il faut retenir aussi de la tutelle, toujours la tutelle dative, c'est que ça implique le transfert des droits parentaux aux parents jusqu'à la majorité de l'enfant. C'est un projet de vie aussi qui entraîne la fermeture du dossier en protection et la tutelle prend fin avec l'atteinte de la majorité de l'enfant.
Donc, contrairement à l'adoption, la tutelle n'implique pas la rupture des liens de filiation d'origine. Donc, ce que ça veut dire concrètement, ça veut dire que l'enfant garde les mêmes prénoms et noms de famille, va garder aussi certains droits liés à la parenté, comme par exemple les droits successoraux. Les parents d'origine conservent l'obligation alimentaire à l'égard de l'enfant. Il faut aussi mentionner que les tuteurs n'ont pas le plein pouvoir sur le maintien des contacts avec les parents dans les situations de tutelle. Donc, le tribunal peut rendre une ordonnance de maintien des contacts lorsque c'est jugé dans l'intérêt de l'enfant. Donc, pour peut-être mieux comprendre là, qui sont les enfants concernés par un projet de tutelle, on a fait le portrait de tous les enfants qui ont fait l'objet d'un jugement de tutelle dans la région de Québec entre 2015 et 2018, donc pour les 3 années financières. Ça nous donne un total de 42 enfants. On constate que les tuteurs sont principalement des membres de la famille élargie ou des tiers significatifs là, dans 62 des cas. Pour les 38 restants, là, il s'agit de familles d'accueil régulières ou de familles d'accueil banque mixte. Et les enfants ont connu leur premier placement de plus de 3 mois. En fait, on a ciblé la période de 3 mois là, pour vraiment aller chercher le premier placement continu à 5 ans et demi en moyenne. Ce qui est aussi noté, c'est que malgré l'âge relativement tardif, les enfants ont quand même connu peu de déplacements dans leur trajectoire. Donc, 57 des enfants n'avaient connu qu'un seul milieu de placement, qui était le milieu de placement qui était celui lié au jugement de tutelle, et 88 des enfants n'avaient connu aucune réunification, c'est-à-dire finalement, près de 9 enfants sur 10 pour lesquels il y a eu un jugement de tutelle, une fois qu'ils ont été placés, ne sont pas retournés dans leur famille d'origine auprès de leurs parents. C'est sûr que la stabilité peut peut-être aussi s'expliquer par le fait que les enfants, ou en tout cas une partie de ces enfants-là, étaient peut-être déjà en placement informel dans ce même milieu-là avant l'arrivée de la DPJ dans le dossier. Donc, évidemment, nous, on a la date du début de placement avec l'encadrement de la protection de la jeunesse, mais il est possible, surtout étant donné qu'il y a beaucoup de cas où la famille élargie est impliquée, des situations où l'enfant était peut-être déjà en placement informel là, chez la famille élargie. Ce qui pourrait expliquer le placement tardif et la grande stabilité de placement. Au niveau des contacts par enfant, on observe que dans l'année précédant le jugement de tutelle, donc on a vraiment regardé dans les mois précédents le jugement de tutelle, 78 des enfants avaient des contacts avec leur mère, puis 41 des enfants avaient des contacts avec leur père. Au niveau des durées, on a observé que la durée entre le début du placement le plus récent, donc on parle là, du placement ici là, de la famille d'accueil qui finalement va être celle qui va assumer la tutelle. Donc, la durée entre le début de ce placement-là et le jugement de tutelle est de 4 ans et demi, ce qui est relativement long quand même si on considère là, les durées maximales d'hébergement. Et au moment du jugement de tutelle, les enfants étaient âgés en moyenne de 11 ans. Donc, globalement, si on fait un portrait, là, grosso modo, les enfants pour qui une tutelle a été prononcée, c'est des enfants qui étaient quand même relativement vieux, tant au moment là, du placement que du jugement de tutelle. Des enfants qui ont été placés quand même plusieurs années avant le jugement de tutelle, principalement là, auprès d'un membre de la famille ou chez un tiers significatif. Il est même possible que le placement là, date d'encore plus loin s'il y a eu un placement informel avant le premier placement prononcé par la protection. Et c'est des enfants qui, au moment du jugement, entretenaient des relations, du moins des contacts avec un ou l'autre de leurs parents d'origine. Donc, pour la plupart des enfants, il ne semble pas y avoir eu là, de rupture des liens comme on peut en observer là, assez régulièrement dans les projets de vie d'adoption. Maintenant, pour l'adoption, comme on l'a mentionné là, au début, dans le premier graphique, c'est environ 250 adoptions par année, mais on observe une tendance quand même à la baisse. Là, pour les 2 dernières années, on est plus autour de 190-195 adoptions annuellement. On a environ 5 à 10 des adoptions qui sont des adoptions régulières, donc des adoptions qui vont concerner des enfants dont les parents d'origine consentent à l'adoption, généralement à la naissance de l'enfant. Donc, c'est des situations où il n'y a pas de suivi en protection de la jeunesse comme telle, mais ça demeure quand même un type d'adoption assez rare au Québec. Les autres adoptions sont essentiellement issues du programme Banque mixte, donc des adoptions qui concernent principalement des enfants qui vont être placés en très bas âge. C'est souvent des enfants qui ont été placés en 0-2 ans et des enfants qui sont à haut risque d'abandon.
Donc, par exemple, des situations où les parents présentent un cumul assez important de problématiques, ça peut être des situations où il y a déjà dans la famille des frères et sœurs là, qui sont en situation de placement. L'adoption, ça reste quand même, puis les données le démontrent assez bien, c'est un projet de vie qui est très peu considéré au Québec pour les enfants de plus de 5 ans. Et l'adoption demeure plénière. Donc, on a au Québec une forme d'adoption qui rompt les liens de filiation d'origine de l'enfant, puis qui va inscrire l'enfant dans une nouvelle filiation qui est celle de ses parents adoptifs. Donc, le processus d'adoption en protection de la jeunesse, c'est relativement complexe. Il peut être aussi assez long. Dans le cadre de la présentation aujourd'hui, on trouvait ça intéressant peut-être de faire un portrait là, de la chronologie des événements ou de la trajectoire là, pour les enfants du moment du placement jusqu'au jugement d'adoption. Donc, si on regarde au niveau des étapes comme telles, puis là, je vais me concentrer plus spécifiquement sur les adoptions qui passent par la banque mixte parce que c'est la voie principale là, de l'adoption en protection de la jeunesse. Il y a d'abord le placement en famille d'accueil. On retrouve ensuite l'ordonnance de placement en majorité. Et ces 2 étapes-là vont être suivies là, de 3 étapes, disons, plus spécifiquement judiciaires, là, qui sont l'admissibilité à l'adoption, l'ordonnance de placement en vue d'adoption et le jugement d'adoption. Si on regarde au niveau des délais, par exemple, là, si on prend les 59 adoptions prononcées dans la région de Québec entre 2015 et 2018, donc sur 3 années financières. Le délai moyen là, entre le début du placement le plus récent, encore une fois, c'est un peu la même logique que dans le cas de la tutelle. On regarde le milieu de placement le plus récent, c'est celui finalement qui va adopter l'enfant. Donc, le délai entre le début de ce placement-là et le jugement d'adoption était en moyenne de 3 ans. Et le délai entre l'admissibilité à l'adoption, donc la première étape du processus judiciaire, et le jugement d'adoption, on avait un délai d'environ 14 mois, donc d'un peu plus d'1 an. Donc, si je reviens peut-être à la première étape, le placement en famille d'accueil banque mixte constitue généralement la première étape du processus, mais je pense que c'est important de mentionner que ce n'est pas tous les placements en famille d'accueil banque mixte non plus qui vont se solder en adoption. Ce qu'il faut savoir, c'est que le placement en famille d'accueil banque mixte, c'est un type de placement qui s'appuie sur les principes de la planification concurrente. Donc, ça va consister à s'orienter vers un projet d'adoption, mais en travaillant simultanément à la réunification familiale, de façon finalement à ce que si le retour dans la famille s'avère impossible et qu'on ne peut pas retourner l'enfant auprès de ses parents d'origine, qu'on ait déjà commencé un travail auprès d'une famille d'accueil. Donc, la famille d'accueil banque mixte, c'est un type de famille d'accueil à vocation adoptive, s'inscrit, souvent ça va être des familles qui vont s'inscrire comme famille d'accueil, mais dans le but d'adopter. Mais au moment d'intégrer une famille d'accueil banque mixte, il faut savoir que l'enfant n'est pas encore admissible à l'adoption d'un point de vue juridique. Donc, la famille d'accueil doit accepter en quelque sorte de jouer le rôle de famille d'accueil sans avoir de garantie que l'enfant qu'ils accueillent sera adoptable. Maintenant, l'ordonnance de placement majorité, bon, c'est souvent considéré quand même un moment clé, là, puisque c'est cette ordonnance-là qui va assurer le maintien de l'enfant dans sa famille d'accueil jusqu'à sa majorité. L'ordonnance de placement majorité, elle devrait être prononcée là, lorsque la durée maximale d'hébergement est atteinte. Mais on sait que dans les faits, c'est rarement le cas. Souvent, le placement en majorité va arriver vraiment plus tard que le moment où la durée maximale d'hébergement est atteinte. Le placement en majorité va assurer une certaine stabilité à l'enfant placé. C'est aussi un moment là, où la réunification familiale va cesser d'être le projet de vie priorisé. Donc, à partir du moment où il y a l'ordonnance de placement en majorité, on va travailler davantage l'enracinement de l'enfant dans sa famille d'accueil. Et dans le dernier droit du processus, on retrouve finalement 3 étapes juridiques, soit l'admissibilité à l'adoption, l'ordonnance de placement en vue d'adoption et le jugement d'adoption. Dans le cas de l'admissibilité, elle peut se faire par consentement ou par déclaration judiciaire. Donc, par exemple, si on prend les 573 admissibilités à l'adoption qui ont été observées entre 2003 et 2019 dans la région de Montréal pour des enfants qui étaient placés en famille d'accueil banque mixte, il y en a 15% qui étaient par consentement. Donc, des situations où les parents ont consenti à l'adoption.
83% par déclaration judiciaire. Donc, c'est finalement peut-être plus du 3/4 des situations où les parents n'ont pas consenti à l'adoption, puis on avait un 2% là, que c'était une combinaison. Là, des fois, le parent, un des parents consent, l'autre ne consent pas. Donc, il y avait un 2%. Sinon, au niveau des délais, on observe quand même une augmentation des délais là, dans l'ensemble du processus. Là. Autant les données régionales que provinciales indiquent que les délais tendent à augmenter, comme on le dit, là, entre le placement et l'ordonnance de placement majorité, mais aussi entre l'admissibilité et le jugement d'adoption. Donc, pour la région de Québec, là, on a vu une augmentation là, de près de 4 mois là, entre 2015 et 2018. Si on faisait la même étude à l'heure actuelle, probablement que les délais seraient encore plus importants. Fait que voilà, ça fait le tour pour la tutelle et l'adoption. Pour la dernière section, on a chacune de notre côté soulevé des enjeux là, qui nous apparaissaient intéressants à discuter. Fait que je vais laisser la parole à Julie qui va nous soulever certaines questions en lien avec la tutelle supplétive. Oui, bien, effectivement, on regardait dans nos présentations ce qui pourrait peut-être être des bons sujets de discussion. Puis moi, je pense que je voulais revenir sur la tutelle supplétive avec vous, puis surtout avec ce que vous venez de voir des présentations de Sonia puis de Doris. On vous l'a dit, une des grosses différences si la tutelle supplétive est adoptée comme prévu dans le projet de loi 15, c'est qu'elle ne mettra pas fin à l'intervention du DPJ, contrairement à la tutelle dative, qui est la tutelle en ce moment en protection de la jeunesse. Puis la question, c'est est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Des petites pistes de réflexion, c'est peut-être une bonne chose parce que dans les témoignages entendus lors de la commission spéciale, il y a quand même beaucoup de gens qui sont venus nous dire, des familles d'accueil, que le manque de services après pour l'enfant ou l'apport financier, puis tout ça était peut-être pas suffisant, ce qui a peut-être freiné des fois des gens d'aller vers la tutelle parce que ça mettait fin à l'intervention du DPJ. Donc, peut-être dans cette optique-là, c'est une bonne chose que ça ne mette pas fin à l'intervention du DPJ. Mais en même temps, il y a une réflexion contraire aussi qui était très présente où des gens disaient de ne pas mettre fin à, mettons, un placement à majorité, ce n'est pas un projet de vie qui vient normaliser la vie de l'enfant. D'avoir le DPJ dans sa vie jusqu'à l'âge de 18 ans, ce n'est pas une situation normale, donc ce n'est pas nécessairement dans l'intérêt de l'enfant. Donc, je vous lance la question, des pistes de réflexion par rapport à ce qui avait déjà été entendu. Puis je vous pose aussi la deuxième question, c'est une question qu'on se posait quand on regardait la tutelle supplétive et les dispositions dans le projet de loi 2 par rapport à son application en protection de la jeunesse, c'est mais qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que c'est mieux qu'une tutelle dative ou est-ce que la tutelle supplétive, c'est juste l'équivalent d'un placement en majorité, mais enrichi? Donc, avec, on a l'autorité parentale, il y a plein d'avantages peut-être à une tutelle supplétive versus un placement en majorité, mais dans les faits, est-ce que ça va amener un peu la même chose qu'un placement en majorité avec toute l'instabilité que ça peut amener, que Sonia vous a présenté? Donc, c'est des questions qui restent en suspens. Je n'ai pas de réponse par rapport à ça pour le moment, mais c'est des questions que je trouvais peut-être intéressantes à discuter avec vous par la suite. Donc, je laisse la parole à Doris. Oui, je vais revenir sur l'adoption. Donc, ma question, l'adoption et les modifications proposées, la grande absente. En fait, ce qu'on faisait comme constat, c'est que l'adoption est somme toute peu abordée dans les deux projets de loi. Il y a tout le volet concernant l'accès aux origines qui est quand même assez détaillé, qui amène quand même plus de profondeur. Mais sinon, il y avait quand même une réflexion sur le fait que l'adoption, c'est un projet de vie qui répond très bien aux objectifs de stabilité de la loi de la protection de la jeunesse. Pourtant, c'est un projet de vie pour lequel on note quand même un certain déclin, une tendance à la diminution. Ça reste à voir est-ce que cette tendance-là va se maintenir. Surprenant aussi qu'elle ne soit pas plus présente, l'adoption d'un projet de loi, considérant qu'on note, je ne sais pas si Sonia en a parlé, mais pour le groupe 0-5 ans, il y a quand même une augmentation des placements à majorité qui s'accompagne d'une diminution des adoptions. Est-ce que finalement, ces constats-là devraient être un objet de préoccupation? Qu'est-ce que ça signifie, la diminution
des adoptions? Est-ce que c'est une tendance à la baisse qui va se maintenir? Est-ce que c'est une diminution aussi qui devrait être une source de préoccupation? Ça fait partie des questions qu'on s'est posées. On s'est demandé aussi, est-ce que des modifications dans les projets de loi auraient pu faire en sorte, par exemple, d'augmenter ou de favoriser le recours à l'adoption? Ultimement, la question, c'est est-ce que les législateurs ont ce désir-là de maintenir les adoptions, de les faire baisser ou de faire en sorte qu'elles puissent augmenter? Je pense quand même que ça vaut la peine de se poser la question. Une option qui aurait pu être introduite dans les projets de loi, c'est l'adoption sans rupture du lien de filiation. Pourtant, elle est absente des 2 projets de loi. Ben, ça aurait été dans le projet de loi 2 et non dans le 15. Là. Donc, depuis plusieurs années, on a quand même des experts en droit de la famille au Québec qui pensent que c'est une option qui pourrait répondre aux besoins de certains enfants plus vieux, des enfants qui sont placés là, depuis de nombreuses années puis qui sont maintenus en placement majorité. Donc, on peut penser, par exemple, au cas d'un enfant placé, par exemple, à 3-4 ans, qui est stabilisé et enraciné dans son milieu d'accueil, qui peut être âgé de 8-9 ans, qui a évolué finalement dans son milieu d'accueil, qui n'a plus nécessairement de contact avec ses parents, mais qui a quand même un vécu significatif avec ses parents d'origine. Donc, des situations où l'adoption sans rupture du lien de filiation d'origine pourrait répondre aux besoins d'un certain groupe d'enfants plus vieux. Donc, évidemment, la réflexion qu'on a, ce n'est pas de rayer, là, si on veut, l'adoption plénière, parce qu'on pense que l'adoption plénière, ça continue d'être pertinent. C'est une forme d'adoption qui est très pertinente pour des enfants là, qui sont pris en charge très jeunes, qui n'ont pratiquement pas de vécu avec leurs parents d'origine. Mais l'idée, c'est peut-être de penser là, à des formes d'adoption qui seraient un peu plus flexibles et qui viendraient rejoindre les besoins des enfants plus vieux qui sont un peu laissés, là, comme je disais tantôt, en situation de placement majorité sans autre projet de permanence. Il y a aussi peut-être une réflexion à y avoir sur la place de la tutelle versus l'adoption. Est-ce qu'on assiste là, à travers ces 2 projets de loi-là à un effort législatif pour faire augmenter le recours à la tutelle au détriment de l'adoption? Évidemment, ce n'est pas écrit noir sur blanc, mais ça vaut la peine quand même de se poser la question. Si c'est l'intention des législateurs, bien, je pense que c'est important de rappeler que la tutelle, ça n'a pas les mêmes effets que l'adoption. C'est sûr que c'est un projet de vie qui est très pertinent pour certains enfants plus vieux, comme on a vu tantôt, mais c'est quand même, la tutelle, elle ne crée pas de lien filiatif entre l'enfant et ses parents d'accueil. La tutelle aussi, elle se termine à la majorité de l'enfant, lorsque l'enfant atteint sa majorité. Puis la tutelle, elle présente aussi des limites là, quand même qui sont non négligeables là, en termes d'appartenance familiale à long terme. C'était les réflexions à soulever en lien avec la tutelle et l'adoption. Et Sonia, tu peux reprendre le contrôle du PowerPoint. Alors, un élément que je souhaitais, sur lequel je voulais attirer votre attention aussi, c'était l'ajout dans le projet de loi 15 de l'obligation de la planification concurrente. Julie en a parlé tout à l'heure quand elle a fait son survol. À cet effet-là, nos travaux indiquent 2 choses. D'abord, nos travaux ont montré que quand la réunification elle échoue puis que le projet de vie alternatif est appliqué, bien souvent, la DMH elle est déjà dépassée lorsque le projet de vie alternatif est appliqué. Ce que ça nous suggère, ça, c'est que la planification concurrente, elle ne semble pas appliquée de façon systématique actuellement. Donc, ça, c'est une première chose. Une autre chose, c'est que les fondements même de la démarche de clarification du projet de vie semblent échapper à plusieurs parents. C'est ce qu'a démontré le 2e cycle de l'évaluation de la LPJ, c'est-à-dire que il y a une bonne partie des parents qui ne semblent pas bien saisir toute l'importance de la notion de temps pour l'enfant puis du besoin de lui offrir un milieu stable pour son développement. Alors ça, ce que ça nous dit, c'est que si la planification concurrente est vraiment rendue obligatoire, bien, il va falloir accompagner les acteurs là-dedans, il va falloir donner des lignes directrices, aider, soutenir les intervenants à expliquer ces notions-là aux parents, puis s'assurer que les parents ont bien compris chacune de ces notions-là. Donc, c'est les premières réflexions que m'inspirait cet ajout-là dans le PL15. Ensuite, je me suis demandé, bien, ça serait quoi les effets, les impacts possibles d'une planification concurrente plus systématique? Bien, une des premières choses qu'on peut envisager, c'est peut-être que les projets de vie alternatifs vont avoir plus de chances de s'actualiser s'il y a une planification concurrente. Ce que ça veut dire, c'est qu'on pourrait avoir plus d'adoption, plus de tutelle.
mais aussi peut-être plus de placements à majorité, notamment si les adoptants et les tuteurs ne sont pas au rendez-vous, ne sont pas prêts à s'engager auprès de l'enfant. Donc, on risque de se replier parfois sur le placement à majorité en raison de ça. Donc, il y a des avantages dans le sens où ça donnerait accès, une planification concurrente pourrait faciliter l'accès à toute la palette d'options possibles au niveau des projets de vie parce que le placement à majorité, c'est pas, ça pourrait être une option qui est très pertinente pour la situation spécifique d'un enfant. Mais il ne faudrait pas que ce soit le choix un peu par dépit en l'absence de ressources d'accueil, par exemple. Donc, ça serait positif si la décision qui est prise est vraiment guidée par l'intérêt de l'enfant. L'autre élément aussi qui pourrait découler d'une planification concurrente plus systématique, c'est que les projets de vie alternatifs pourraient s'actualiser plus souvent à l'intérieur des DMH. Si on les a préparés à l'avance et qu'on attend, l'impression qu'on a actuellement, c'est qu'on attend que la durée maximale de placement soit écoulée avant d'envisager le projet de vie alternatif. C'est un peu l'impression qu'on a en regardant les données. Alors que si on prévoit dès le départ une planification concurrente, ça pourrait nous permettre de rentrer plus facilement dans les temps qui nous sont imposés dans la loi. Ce qui m'amène à vous parler de la question de la durée de placement, qui n'est pas du tout abordée dans le projet de loi numéro 15, ni sous la notion de durée maximale d'hébergement, ni sous le terme plus large là, de la durée que les enfants cumulent en placement. Qu'est-ce qu'on sait sur la durée de placement au Québec? Ce qu'on sait, c'est qu'elle est élevée puis elle est en augmentation. C'est ce que nos données ont démontré. Donc, la durée de placement, elle est en augmentation dans tous les groupes d'âge. En fait, je dis tout, là, mais sauf les adolescents, les 12-17 ans, où la durée cumulée en placement, elle est stable. Mais pour tous les autres groupes d'âge, on voit que c'est les nombres de jours de placement cumulés là, que vous voyez à l'écran, c'est en augmentation dans tous les groupes d'âge et peu importe le motif d'intervention en vertu de la LPJ. Sauf encore pour les cas de troubles de comportement, ce qui est probablement associé là, à l'âge, au groupe des 12-17 ans dans l'autre graphique. Donc les enfants suivis en troubles de comportement et les adolescents 12-17 ans sont les deux seuls groupes où les durées cumulées en placement ne sont pas en hausse. Les enfants qui sont suivis pour un motif d'abandon, la ligne en rose, sont ceux qui cumulent les plus longues durées en placement. On l'a vu tantôt, Doris, ça nous a bien montré toutes les étapes successives là, qui mènent à une adoption. Alors, on n'est pas surpris de voir que toutes ces procédures judiciaires-là puissent allonger la durée de placement en vertu de la LPJ, finalement. Donc, les durées, elles sont en hausse et elles sont relativement élevées. On l'a abordé un petit peu, elles sont souvent dépassées quand on regardait le graphique là, sur les différents projets de vie. Quand on prend tous âges confondus puis qu'on regarde les pourcentages de dépassement de la DMH en fonction du projet de vie, là, ce qu'on voit, c'est que la réunification, c'est le type de projet de vie où la DMH est le moins souvent dépassée dans 21% des cas. Dans l'adoption, c'est dans 96 des cas, la DMH est dépassée. Pour les placements à majorité puis l'autonomie, c'est assez équivalent. C'est la moitié des cas à peu près où la durée est dépassée. Puis la tutelle, c'est 86 lorsqu'un juge prend une décision et qu'au moment où il prend sa décision sur le projet de vie, la durée maximale d'hébergement, elle est déjà dépassée, le tribunal a l'obligation d'inscrire dans le dossier un motif qu'il invoque pour justifier le fait que la durée soit dépassée. Il y a déjà des motifs prévus dans la loi qui peuvent être invoqués. Ce sont on a dépassé la durée parce qu'on envisage là, que la réunification va se faire à court terme très bientôt. Donc, on a prolongé le placement en étant à peu près certain que l'enfant va éventuellement très rapidement être réunifié. Un autre motif, c'est l'intérêt de l'enfant l'exige. Un autre motif, c'est les services qui avaient été prévus pendant le placement, ils n'ont pas été rendus. Par exemple, les parents avaient besoin d'un soutien pour des services en santé mentale, par exemple, ça n'a pas été rendu. Autre motif sérieux ou aucun motif inscrit. Et ce qu'on a découvert, c'est que il y a un peu une catégorie fourre-tout, on dirait, là, 71% des dépassements étaient dus au fait que l'intérêt de l'enfant l'exige.
et seulement 0,2 % des dépassements auraient été expliqués par le fait que les services n'étaient pas rendus, ce qui me rend un peu sceptique, considérant les échos qu'on a souvent du terrain à l'effet que, les parents, par exemple, avaient besoin d'aide pour corriger la situation. Ils attendaient des services, ils n'ont pas réussi à accéder aux services. Alors, je serais étonnée là, que ce 0,2-là représente vraiment la réalité. Puis, il n'y a aucun motif inscrit pour 16 % des dépassements. Ça, c'est peut-être un défaut qu'on a là, dans les données. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas un motif dans le jugement, mais nous, dans la base de données là, qui permet de suivre les cas pour les intervenants au jour le jour, il n'y avait pas de motif d'inscrit pour 16 % d'entre eux. Alors, dans le fond, c'est qu'on a des durées de placement qui sont élevées, on a des dépassements qui sont fréquents, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Alors, à quelque part, le fait que dans le projet de loi 15, on ne touche pas aux durées maximales d'hébergement, c'est presque une bonne chose parce qu'à date, on ne sait pas pourquoi les durées d'hébergement sont dépassées. Si elles sont dépassées parce que les parents n'ont pas eu accès aux services auxquels ils auraient eu droit pour corriger leur situation, on n'interviendra pas de la même manière que si la durée a été dépassée parce que les parents ne se sont pas mobilisés, par exemple. Donc, avant d'aller toucher aux durées maximales de placement, je pense qu'une étape préalable à ça, ça va vraiment être de mieux comprendre là, tous ces dépassements-là, à quoi ils sont attribuables. Une autre chose aussi que je voulais vous dire, c'est que les durées de placement, en fait, les placements qui se font de manière provisoire ou en urgence ne sont pas inclus normalement dans les durées maximales d'hébergement. L'article 91.1 de la loi n'oblige pas les juges à tenir compte des placements provisoires et des placements d'urgence dans le calcul de la durée maximale d'hébergement. Et ils ne sont pas tenus non plus nécessairement de tenir compte de tous les placements qui auraient pu avoir lieu dans une prise en charge antérieure. Donc, ça ne tient pas compte là, de la durée que les tribunaux considèrent, ne tient pas compte nécessairement de tous les placements. Alors, peut-être qu'il y aurait lieu là, de revoir cette méthode de calcul-là dans la loi parce que la méthode de calcul, elle est dans la loi à l'article 91.1. Donc, on pourrait modifier ça pour les inclure, pour être vraiment plus collé à la situation de l'enfant et non pas avoir une vision un peu administrative, si je peux dire, de voir ça comme dossier par dossier ou épisode de service par épisode de service. Et voilà, ça, j'en ai déjà parlé, donc l'importance de mieux comprendre les motifs de dépassement avant de modifier la DMH. D'ailleurs, ça va être intéressant dans les années de suivre ce sujet-là. Notre collègue Doris, elle a obtenu une subvention. C'était en quelle année, Doris, déjà? Je pense que c'était en 2017, 2018? 2020-2023. 2020-2023, puis où est-ce qu'elle va regarder, étudier les dépassements des DMH, justement, quelles sont les circonstances qui entourent ça, puis comment on peut l'expliquer. Donc, ça va être très intéressant de suivre ces résultats-là. Ça va peut-être apporter un certain éclairage. Donc, voilà, ça fait le tour de ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Alors, si on a terminé avec quelques pistes d'échange ou de réflexion, si vous avez envie de vous lancer, de nous faire part de vos commentaires, de vos réflexions à cet effet-là, ou si vous avez des questions sur notre présentation, ça nous fera plaisir. Merci beaucoup à toutes les trois. C'était vraiment intéressant. Ça a en effet suscité là, des questions dans la discussion là, dans le chat pendant que vous parliez. Fait que j'ai tenté là, de réunir un petit peu là, certains des commentaires et des questions là, pour vous les poser, mais pour les personnes participantes, là, si vous en avez d'autres, vous pouvez continuer à les écrire. Peut-être, Julie, il y a eu des questions par rapport à ce que tu présentais au début concernant le meilleur intérêt de l'enfant. Donc, pourquoi on ne définit pas plus clairement cette notion-là? Je sais que c'est une grosse question, mais je te laisse répondre à ça. C'est la question à 1000 $. En fait, c'est pas clair que ça serait mieux s'il était défini. C'est ça
durant la commission spéciale, c'est ça que certains experts sont venus dire aussi, parce que c'est dur de faire une définition qui engloberait tous les enfants. Okay? Donc, en ce moment, ce que l'article 3 dans la loi sur la protection de la jeunesse prévoit, c'est des choses qu'on doit prendre ou qu'on peut prendre en considération. Sa langue, son origine ethnoculturelle, sa religion, ça peut être ses besoins, ça peut être plusieurs choses qui sont prises en considération, mais sans donner une définition vraiment très claire de ce que c'est. Ça serait un exercice quand même assez, pas difficile, mais quand même complexe pour le législateur d'aller jusque-là. Par contre, si ça vous intéresse, moi, quand j'ai lu le projet de loi 15, on vient définir l'intérêt de l'enfant autochtone d'une différente façon de l'intérêt de l'enfant allochtone. Et là, on va dans beaucoup plus de critères qui sont beaucoup plus précis. Et ça, c'est assez intéressant. Puis, je ne suis pas une experte en droit autochtone, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner sur le terrain pour ces enfants-là. Parce que si vous voulez quelque chose qui se rapproche un petit peu plus d'une définition, allez lire ça, parce que ça, Puis en fait, c'est vraiment très intéressant ce qui a été inclus là-dedans. Mais c'est ce qu'on se rapproche le plus, mais c'est un exercice vraiment difficile. Puis je pense que c'est peut-être un peu pour ça que le législateur ne s'est pas lancé là-dedans. Merci. Il y a eu aussi quelques questions concernant justement la tutelle supplétive. Hein. Je pense que comme pour nous, ça suscite des questions à savoir dans la mise en application. Mais peut-être si tu peux apporter certaines précisions, si c'est possible pour toi, là, mais par exemple, on se demande là, dans l'optique où une famille d'accueil deviendrait des tuteurs supplétifs, est-ce qu'ils vont garder leur statut de famille d'accueil au sens de la loi sur la représentation des ressources? C'est ce qu'on comprend de l'article. Donc, ça reste à voir dans les détails qu'ils vont donner puis dans l'application terrain, mais dans l'article qui a été introduit par le projet de loi 15, ils garderaient le même statut, les mêmes droits, les mêmes responsabilités. Donc, on resterait une famille d'accueil comme on est une famille d'accueil en ce moment. C'est ce qu'on comprend. Parfait, merci. Puis, en quoi, en fait, en même temps, ça suscite quand même des questions aussi à savoir comment ça se fait que ça ne mettrait pas fin au motif de compromission, comme dans le cas de la tutelle dative, par exemple. On considère que la sécurité et le développement de l'enfant ne serait plus compromis. Fait que c'est peut-être un peu difficile de comprendre en quoi, au niveau de la tutelle supplétive, ça ne serait pas le cas aussi. Là. Je ne sais pas si tu avais d'autres commentaires là-dessus. Mais... c'est pour ça qu'on a posé la question à la fin. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose que ça ne mette pas fin à l'intervention du DPJ? Puis ça, c'est un bel exemple, là, ce qui vient d'être dit, de dire, mais en quoi est-ce que ça ne met pas fin au motif de compromission? Théoriquement, il n'y a pas nécessairement de différence, du moins pas clairement comme ça, entre deux situations où on aurait pu donner et une tutelle dative et une tutelle supplétive. Ça va rester, j'ai bien hâte de voir comment le ministre va le présenter, cet article-là, puis qu'est-ce qui a justifié son choix pas lui seulement, mais l'équipe, puis le législateur de garder ouvert. La seule chose que je voyais, c'est justement peut-être l'appui aux familles d'accueil, de garder le même statut, de garder des services pour l'enfant qui sont peut-être plus accessibles, peut-être, si c'est en protection de la jeunesse versus s'ils ne le sont pas, mais c'est vraiment, ça reste assez nébuleux, puis on va le voir plus avec l'étude détaillée, mais après avec l'application sur le terrain. Merci. Puis, Sonia, il y a eu des questions un peu aussi là, en lien avec les données que tu as présentées là, par rapport à l'évaluation de la loi sur la protection de la jeunesse, le 3e cycle. Est-ce que, par exemple, tu as pu montrer qu'il y a quand même certains projets de vie qui ne sont pas nécessairement stables dans le temps, là, parce qu'il y a soit des déplacements ou des retours en placement quand c'est des réunifications familiales. Est-ce que dans vos données, vous avez regardé s'il y avait des liens avec certaines problématiques chez les enfants ou les motifs de compromission, par exemple? Si on parle d'instabilité au sens de déplacement d'un milieu substitut à un autre milieu substitut, donc en termes d'instabilité en milieu substitut, les données démontrent que c'est beaucoup associé à la problématique de troubles de comportement.
C'est ce qui ressort de façon la plus évidente là, dans pas mal toutes les analyses qu'on fait. Ça vient confirmer ce qu'ils ont observé ailleurs aussi dans le monde. Donc, l'adolescence et les troubles de comportement, ce sont les deux facteurs là, qui sont les plus associés à l'instabilité, plus que les autres motifs de compromission. Maintenant, si on regarde plus la stabilité en termes de stabilité des projets de vie, mettons, est-ce que la réunification se maintient? Est-ce que le placement à majorité se maintient ou est-ce qu'il est instable? Ça, on en sait un petit peu moins, en tout cas, sur les données locales, là. Ce qu'on sait, c'est moins clair, en fait, c'est que la réunification, on l'a beaucoup examiné on a beaucoup examiné les facteurs qui étaient associés au bris de réunification. Les troubles de comportement ressortent encore un peu cette fois-là, mais c'est moins clair. Est-ce qu'il y a des motifs qui sont plus particulièrement associés à ça? Là? Ça dépend de beaucoup de choses. Même chose, en fait, les déplacements d'enfants placés à majorité, on a très peu étudié ça. En fait, le placement à majorité, hein, on est une des rares législations dans le monde à considérer ça comme une permanence. Dans la plupart des autres systèmes de protection qui sont semblables aux nôtres, là, mettons États-Unis, Australie, Grande-Bretagne, le placement à majorité, ce n'est pas un projet de vie en soi, ça arrive que des enfants sortent aging out of care, là, qui restent dans les placements jusqu'à 18 ans, puis qu'après ça, ils sortent de placement à la majorité. Mais ce n'est pas planifié d'avance comme un projet de vie ailleurs, alors qu'ici, oui. Ce qui fait qu'on a très peu de données et de connaissances à date sur les placements à majorité, ce qui est un peu un problème parce qu'on l'a vu, c'est une réalité qui est très fréquente et qui est en augmentation dans certains groupes d'âge, dont les tout petits. Donc, c'est quelque chose sur lequel on va essayer de travailler là, dans les prochaines années. Absolument. Puis, est-ce que, par rapport aussi, tu nous as présenté aussi une statistique là, quand même importante là, sur les 61% des enfants, par exemple, en réunification qui, finalement, vont revenir en placement. Il y a des gens qui se questionnaient dans le chat à savoir, est-ce que ça peut être justement parce qu'il y a un manque de soutien, un manque de ressources pour appuyer ces familles-là? C'est la première hypothèse qu'on a eue hein, quand on a vu ça. Fait qu'on est allé vérifier. C'est difficile de faire de la recherche puis d'aller documenter les services rendus aux parents, les services rendus en dehors du système de protection. Parce que les données des systèmes de protection ne communiquent pas très bien avec les données des autres systèmes de services publics, là, comme les services en CLSC en première ligne ou les services de santé dans les hôpitaux. Tous ces secteurs-là, ça ne se parle pas beaucoup au niveau des bases de données. Mais on a quand même essayé d'aller chercher un peu d'informations dans le dossier de protection, à savoir c'est quoi les services qui ont été reçus ou qui ont été offerts pendant le placement, autant aux parents qu'à l'enfant. Et curieusement, ce qui est ressorti, c'est que peu importe le nombre, la quantité de services offerts pendant le placement, en tout cas à partir de ce qu'on a dans les données, là, peu importe le nombre, ça n'influence en rien le succès ou le bris de la réunification. Ce qui nous a fait croire, dans le fond, que ce n'est pas tant la quantité de services, parce qu'il y en a beaucoup des services offerts quand on les dénomme, il y en a beaucoup de nature très diverses. Et puis, quand on combine ça avec les entrevues qualitatives qu'on a faites auprès de la clientèle, puis auprès des intervenants, ce que ça nous suggère, c'est que peut-être qu'il y a beaucoup de services offerts, mais ils ne sont peut-être pas assez ciblés pour adresser vraiment la réalité de la réunification. De quoi tu as besoin comme service, comme famille, quand ça fait 2 ans que tu n'as pas eu ton enfant chez toi, que tu as maintenant un nouveau conjoint, ton enfant revient chez vous. Ce n'est pas la même réalité que quand l'enfant a quitté. Il y a des spécificités aux situations de réunification qui ne sont peut-être pas directement adressées par les services qui sont offerts. Les services ne sont peut-être pas assez intensifs, ciblés, coordonnés. Mais il y en a des services offerts, ça, on l'a vu. C'est peut-être plus maintenant une question de coordination puis de ciblage là, de nos services. Fait que voilà, si je peux. Merci. J'essaie de regarder en même temps, puis j'essaie de suivre en même temps. Merci à Julie qui répond parfois à certains commentaires là, plus légaux, en tout cas là, dans le chat directement. Là, ça permet aussi de répondre à plus de questions.
il y avait aussi la question, en fait, il y a eu des questions là aussi par rapport à, justement, est-ce qu'on sait comment on se compare au niveau de la stabilité par rapport à d'autres provinces canadiennes? Je ne sais pas, Sonia, si tu as des données sur ailleurs qu'au Québec. Oui, c'est toujours toujours un peu complexe de se comparer aux autres parce qu'on ne mesure pas ça nécessairement de la même manière. Il y a toujours plein de nuances à apporter, mais de façon générale, au niveau de la stabilité des déplacements d'un milieu substitut à un autre, on se situe à l'intérieur, mais il y a tellement des extrêmes dans ce qu'on observe un peu partout dans le monde. Tu sais, il y a des endroits où on rapporte seulement 10 d'enfants placés qui vont vivre un déplacement, alors qu'ailleurs, on dit que c'est le 3/4 des enfants placés qui vont vivre au moins un déplacement, alors que l'étendue est très, très large. Puis nous autres, on se trouve pas mal dans le milieu de cette étendue-là, de ce qui est rapporté un peu partout dans le monde. Donc, au niveau des déplacements, on se situe pas mal dans la moyenne. Puis au niveau de la stabilité des réunifications aussi. Donc, on est entre les extrêmes qu'on observe un peu partout, finalement. OK. Fait qu'on est dans la moyenne, ou à peu près. Oui. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais voilà. Petite question technique aussi, là, quand dans l'évaluation de la loi, toujours, là, quand le dépassement des durées maximales a été calculé, par rapport à l'adoption, plus spécifiquement, là, Doris nous a parlé qu'il y avait différentes étapes pour le processus judiciaire. Donc, qu'est-ce qui a été votre point de repère là, pour déterminer que la durée est dépassée? C'est une bonne question parce qu'on les a vus qui étaient souvent dépassés, hein, nos durées, nos DMH là, pour l'adoption. Puis ça s'explique tout simplement par le fait que nous, on a parti le compteur de la durée au moment du premier placement, puis on a arrêté le compteur au moment où l'enfant quitte son placement en protection pour être adopté. Là. Donc, le dossier, le placement est fermé en protection, puis là, on ouvre un dossier à l'adoption. Donc, c'est à la toute fin du processus, mais probablement que l'enfant il a été admissible à l'adoption bien avant. Les étapes précédentes ont pu s'enclencher, mais nous, la durée qu'on a regardée, c'est vraiment quand le dossier est ferme en protection et que l'adoption, elle est effective, c'est-à-dire l'enfant. Ça veut dire, Sonia, que c'est presque automatique que la durée est dépassée parce que si on ajoute les 3 étapes de l'admissibilité jusqu'au jugement, si c'est calculé dans la DMH, oui. Automatiquement, il y a un dépassement. C'est ça. Ouais. Je ne dis pas que c'est moins. Idéalement, on souhaite respecter les durées maximales d'hébergement, mais dans le cas de l'adoption, si ça inclut les 3 étapes juridiques, on dirait que c'est moins pire. Ouais. Il faudrait regarder le dépassement, là où il est peut-être plus important, c'est entre le début du placement puis soit à l'admissibilité à l'adoption ou au placement majoritaire. Ça dépend un peu de ce qui se passe aussi entre les différents. Tu sais, si à partir du moment où l'enfant est déclaré éligible à l'adoption, que là, c'est comme en soi, c'est une garantie de permanence, ça peut-être. Si 100% des cas admissibles à l'adoption finissent par être adoptés, bien, on pourrait arrêter de calculer la durée. Tu sais, on pourrait arrêter notre compteur à ce moment-là, puis là, ça serait peut-être plus représentatif de combien de temps ça prend avant qu'on assure la permanence. Puis, juste ajouter, j'ai vu dans les commentaires, je sais qu'il y a des variantes, puis ça a été soulevé dans le chat, là, selon les régions. Donc, il y a certaines régions qui ne vont pas passer par la demande d'ordonnance de placement en majorité, qui, une fois les durées maximales d'hébergement expirées, vont aller tout de suite en admissibilité à l'adoption. Je savais qu'il y avait cette différence-là là, selon les régions. Moi, je l'ai présenté selon les étapes, mais c'est sûr qu'il y a quand même des nuances là, entre chacune des étapes. J'ai vu là, dans le chat, il y en a qui avaient soulevé cette réalité-là qui est différente selon les régions. Là. Visiblement, les projets d'adoption du début à la fin ne sont pas nécessairement travaillés exactement de la même façon dans toutes les régions. Comme par exemple, je sais, je ne l'ai pas abordé dans la présentation, mais je sais que dans certaines régions, les intervenants vont avoir tendance à placer en famille d'accueil régulière quelques mois pour évaluer un peu l'évolution de la situation des parents, puis après, vont placer en banque mixte, tandis que d'autres régions ont tendance à placer directement en banque mixte. Il y a quand même des variantes régionales. Juste une petite parenthèse. Oui, effectivement, important de souligner. Là, peut-être une... Oui, vas-y, Sonia. Que je pourrais ajouter aussi, c'est que
ce que Doris vient de dire, là, ça fait en sorte que dans toute la fréquence élevée des projets, des placements à majorité que moi j'ai rapportés, bien, il y a peut-être une partie de ces placements à majorité-là qui sont des adoptions qui n'ont pas abouti. Donc, on passe par le placement à majorité dans une optique d'aller vers une adoption, mais peut-être que l'adoption ne se concrétise pas finalement, puis que 9 ans plus tard, bien, l'enfant aboutit avec un placement à majorité sans adoption. Fait qu'il y a peut-être une partie de nos placements à majorité qu'on a documentés là, qui sont dus à ça. Absolument. Il est déjà 11h30, mais j'ai envie de vous laisser avec une dernière question là, que j'ai vue dans le chat, une question que je me posais aussi moi-même, mais pour laquelle vous n'avez pas nécessairement la réponse parce qu'on n'a pas de boule de cristal, mais selon vous, puis peut-être je m'adresse plus spécifiquement à toi, Julie, mais par rapport au projet de loi 15, mais je pense aussi au projet de loi 2, là, le fait qu'ils sont, un est en étude détaillée actuellement, l'autre n'a pas commencé encore. On sait que il va y avoir une fin de cette période parlementaire en juin, puis ensuite on s'en va en élection. Donc, est-ce qu'on pense que ces projets de loi-là vont être adoptés avant la fin? C'est une très bonne question. C'est encourageant que l'étude détaillée soit commencée pour le projet de loi 15. J'avoue que personnellement, c'est mon opinion personnelle, je suis un peu inquiète que ce ne soit pas le cas pour le projet de loi 2. Mais en même temps, c'est 2 projets de loi vraiment importants pour le gouvernement. Là. Celui sur la réforme du droit de la famille, là, parce que le projet de loi 2, on a vu des choses qui touchaient à la protection de la jeunesse, mais c'est beaucoup plus large. C'est attendu depuis vraiment très longtemps. Alors, j'imagine qu'ils vont vouloir que ça soit adopté avant la fin de la session législative parlementaire, en fait, puis les élections. Le projet de loi 15 aussi, le ministre Carman il a dit « Moi, je ne vais pas tabletter ce rapport ». Alors, on espère que c'est vrai. Puis, le projet de loi 15 ne répond pas à toutes les recommandations de la commission spéciale, loin de là, mais c'est un pas dans cette direction-là. Donc, je pense que pour montrer qu'il y a quelque chose qui a été fait par le gouvernement, parce que c'est eux qui ont mis sur pied la commission spéciale aussi, ils vont aussi vouloir que ça soit fait avant la fin de la session parlementaire. L'avantage que le projet de loi 15 a, c'est qu'il y a quand même même s'ils ne sont pas d'accord sur tout, il y a quand même un consensus sur l'importance de ce projet de loi-là parmi tous les partis. Alors, je ne sais pas ça va être quand qui va être adopté, mais ça ne m'étonnerait pas que ça soit avant la fin de la session parlementaire. Au moins pour le projet de loi 15, mais j'espère pour le projet de loi 2 aussi. Oui, en effet, parce que c'est vrai que ça fait longtemps, en tout cas, qu'il y a des travaux là-dessus. Bien, merci encore beaucoup à toutes les trois, Julie, Sonia et Doris, pour cette présentation. Merci à toutes les personnes qui ont assisté, qui ont participé aussi aux discussions dans le chat. C'est toujours très intéressant de vous lire aussi. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis je vous invite à nous suivre pour la prochaine conférence printanière aussi, là, qui aura lieu le 27 avril à 10h et qui sera autour de la question là, de la transition à la vie adulte là, pour les jeunes qui sont placés jusqu'à leur majorité. Donc, merci beaucoup.